Téléspectateurs de Canal Kin Télévision, nous sommes là pour ce numéro de l'émission Monde du Travail qui s'occupe de toutes les questions liées au travail. Monde du Travail en français et Moussala en lingala. Nous avons invité Maître Bolonga. Avec lui, nous allons échanger sur les questions politiques de l'heure. Et je m'en vais directement poser cette question puisque l'Organisation internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch, a publié dernièrement un rapport sur les droits de l'homme en RDC. En tant que membre et président d'une organisation de l'homme, Horizon pour l'humanité, comment avez-vous apprécié ces rapports en RDC? Merci de la parole. Notre organisation HNH, qui veut dire Humanity New Horizons, en toutes lettres, avait accueilli avec beaucoup de satisfaction la publication du dernier rapport de Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ce rapport fait état de beaucoup de choses. On a remarqué qu'en République démocratique du Congo, quand le premier pouvoir, les derniers pouvoirs, s'il vous plaît, le président de la République en fonction, quand il était entré au pouvoir depuis 2018, il y avait quand même certaines mesures qui avaient été prises dans le sens d'encourager la promotion et la protection des droits de l'homme. Entre autres, il avait ordonné qu'on puisse fermer les cassios de l'année, qu'il n'y ait pas... qu'on puisse respecter certaines libertés, les libertés de manifestation, liberté d'opinion, et il y a eu certaines libertés en rapport avec les droits civils et politiques qui étaient prises en compte. Mais on a remarqué que depuis que nous sommes entrés dans la deuxième année de l'exercice du pouvoir en place, la situation des droits de l'homme a commencé à dégrader ou à connaître un requis à un certain niveau, parce que nous venons de passer par un moment un peu difficile à cause de la pandémie qui a ravagé le monde entier. Le président de la République avait décrété ou proclamé un état d'urgence. Et nous savons que lorsqu'on proclame l'état d'urgence, il y a certaines libertés qui peuvent... qu'on peut toucher, telles que liberté de mouvement, liberté de tel, mais il y a un noyau dur parmi lesquels on ne peut pas toucher en rapport avec l'article 61 de notre Constitution, même lorsqu'il y a un état d'urgence ou un état de siège ou un état de guerre aura été proclamé, il y a certains droits de l'homme qu'on ne peut pas toucher, tels que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la liberté de religion, beaucoup de droits, le droit de ne pas arrêter quelqu'un sur base d'une obligation contractuelle telle que la dette, mais on a remarqué que pendant l'état d'urgence, les services de sécurité, surtout la police, s'étaient très mal comportés et on a commencé à arrêter les gens. Il y a eu des cas de torture par-ci par-là, il y a eu même des atteintes à la vie humaine parce que les adeptes de Bundu Dia Congo, dernièrement ici, on avait déjà programmé l'enterrement de quelques membres qui avaient trouvé la mort parce qu'il y a eu accrochage entre ces membres-là et la police au niveau de Songololo. D'ici la semaine prochaine, on va les enterrer. Vous allez vous rendre compte qu'au lieu que nous puissions avancer avec la question des droits de l'homme, il y a vraiment actuellement un recul sur tous les plans dans le domaine des droits de l'homme. Raison pour laquelle Human Rights Watch venait de publier son rapport pour essayer d'attirer l'attention du gouvernement congolais de revenir dans le bon sens. Parce qu'au début de ses pouvoirs, nous tous, nous avons encouragé les décisions qui avaient été prises par le président de la République, mais au jour d'aujourd'hui, même dans les commissariats de la police, même si vous allez dans des centres de détention, dans des prisons, dans des maisons d'arrêt, ainsi que dans des amigos, vous allez vous rendre compte que même les droits de la personne arrêtée ne sont pas respectés. Raison pour laquelle il y a eu, nous avons salué, et puis nous sommes en train d'interpeller le gouvernement congolais de revenir au bon sens, parce que le premier responsable des droits de l'homme dans un pays, c'est l'État qui a pris des engagements au niveau international, parce que c'est l'État qui a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, il y a des conventions, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous ces instruments-là
doivent être garantis par l'État parce que l'État est un débiteur de trois obligations. Il doit respecter les droits de l'homme, il doit protéger les droits de l'homme et puis il doit mettre en œuvre les droits de l'homme. Voilà, c'est de cette manière-là que nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction la publication du rapport de Human Rights Watch. Voilà, votre travail en tant qu'organisation des droits de l'homme, c'est celui de documenter les faits. Comme vous venez de le dire, pendant la période de confinement, il y a eu beaucoup de dégradations de la situation des droits de l'homme ici au pays. Et avec l'enchaînement des faits politiques actuels, est-ce que craignez-vous qu'il y ait également à ce niveau dégradation des droits de l'homme et l'actualité politique de l'heure, puisque nous sommes partis des consultations. Aujourd'hui, il y a l'union, on est en train de constituer l'union sacrée de la nation, mais là, les choses patauchent. Est-ce que craignez-vous que cette situation puisse amener donc à la dégradation de la situation des droits de l'homme ici au pays? Les droits de l'homme, c'est quoi? Les droits de l'homme, c'est l'ensemble des prérogatives qui ont été reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Et nous pouvons aller plus loin jusqu'à dire que les droits de l'homme sont des garanties juridiques universelles. Parce que lorsqu'un seul droit de l'homme est violé ici à la République démocratique du Congo, même si le présumé auteur n'est pas poursuivi ici à la République démocratique du Congo, il risque d'être poursuivi au niveau régional. Parce qu'au niveau africain, nous avons toute une cour qu'on appelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et même si la personne, on trouve que la personne n'est pas poursuivie au niveau national et régional, la personne risque d'être poursuivie au niveau international. Parce que le Congo, notre pays, a pris des engagements dans le domaine des droits de l'homme au niveau international. Vous avez remarqué pendant les années passées qu'il y a eu certains dignitaires qui avaient travaillé avec le président Kabila qui ont été sanctionnés sur base des droits de l'homme. Ils ont violé les droits de l'homme ici au niveau du pays, comme ils étaient eux-mêmes dans les affaires. Le gouvernement congolais ne pouvait pas les sanctionner, ni au niveau africain. Les sanctions sont venues d'ailleurs. Il y a eu gel des avoirs, les autres ne peuvent pas voyager, ainsi de suite. Tout ce que nous connaissons, c'est pour vous dire que les droits de l'homme sont des garanties juridiques universelles. Dans les droits de l'homme sont classés en plusieurs catégories. Nous avons les droits civils et politiques. Oui, Président, s'il faut revenir à ma question, je reviens de la situation politique de l'heure. Tout à fait, c'est là elle peut occasionner la dégradation des droits de l'homme. C'est ça ce que j'ai dit. Donc, les droits de l'homme sont, je venais de dire que les droits de l'homme sont classés à plusieurs catégories. La première génération, soit catégorie des droits de l'homme, ce sont les droits civils et politiques. Et c'est là que vous me posez la question de savoir la situation politique à la République démocratique du Congo actuellement. Avec l'union sacrée. Tout à fait, avec l'union sacrée. Peut porter atteinte à la situation des droits de l'homme. C'est ça la crainte que nous sommes en train d'afficher actuellement en rapport avec cette union sacrée de la nation qui est en train de naître. Parce qu'en réalité, l'union sacrée de la nation, nous avons vu la création ou l'annonce de la création de cette union sacrée par le président de la République. On se pose la question de savoir, parce que nous ne voulons pas que cette union sacrée de la nation soit une coquille vide. Quelle est sa nature juridique aujourd'hui? Ça pose un problème sur le plan des droits. Une organisation politique, soit un parti politique, est une organisation durable de personnes unies autour d'une philosophie ou d'une idée. Et ces personnes-là travaillent pour la réalisation de cette idée. Et un parti politique a pour effet de conquérir le pouvoir ou de l'exercer. Alors on peut se poser la question de savoir aujourd'hui. Il y a cette transhumance que nous sommes en train de voir. Ce qui était hier dans l'FCC, l'FCC est en train de se vider. Ils se reversent à l'union. Ils se reversent maintenant à l'union sacrée de la nation. Il y a eu même les grands dirigeants de la Mouka qui sont partis, mais les violons ne s'accordent pas aujourd'hui. Alors nous nous posons la question de savoir quelle est la philosophie de l'union sacrée de la nation. Les gens adhèrent sur base de quoi? Parce qu'on ne peut adhérer que sur base d'un programme, d'une idéologie ou d'une philosophie. C'est ça la question aujourd'hui, et personne n'est à mesure de pouvoir nous donner la réponse concrète. Alors,
Nous craignons que l'union sacrée de la nation soit une caisse de résonance, soit une blanchisserie, où tout le monde qui a fait du n'importe quoi de l'autre côté, qui a détourné, qui a été poursuivi, il se réfugie ici pour qu'il soit blanchi par cette union. Là, nous allons dénoncer. Mais nous aimerions que cette union sacrée soit au service de la nation. Parce qu'on a fini par comprendre que le pouvoir passé, qui avait comme fondement l'accord FCC-CACI, n'a pas profité au social des Congolais. Et tout le monde ne voulait pas que cet accord-là puisse continuer. Même le président de la République a eu à reconnaître cet état des choses. Lors de son dernier discours, il avait dit que les choses n'ont pas marché pendant 2 ans. Alors il lui a fallu dissoudre cet accord FCC-CACI pour que la nation congolaise puisse se retrouver. Mais aujourd'hui, nous avons vu cette transhumance. Les grands kabylistes d'hier sont devenus des Tshisekedi aujourd'hui. Ceux qui y vont là-bas, ils y vont pour la réalisation d'un programme, d'une idée ou pour le partage des pouvoirs. Si seulement pour le partage des pouvoirs, alors nous disons, mais cette histoire-là n'a pas sa raison d'être. Ça risque d'être considéré comme un navire sans gouvernail qui est en train de tanguer sur les autres troupes. Oui, Président, comment appréciez-vous actuellement? Est-ce que pouvez-vous dire que cette union sacrée de la nation peut avoir un avenir avec ce qui se passe actuellement? Tout le monde avait salué la noce. Puisque nous avons vu avec les consultations, il y a des poids lourds de la politique nationale. Je vois comme les leaders du MLC, je vois les leaders de parti, les leaders Moïse Katumbi, ils sont allés là pour crédibiliser ces consultations. Aujourd'hui, à ce niveau-là, en quelque sorte, les violons ne s'accordent pas. Est-ce que pensez-vous qu'il y a l'avenir de cette union nationale s'il y a des mécontentements de part et d'autre? Je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire tout simplement que quand il y a eu annonce de la création de cette union sacrée de la nation, vous avez vu que toute la population était dans la joie. Parce qu'il y a eu des grands personnages politiques, tels que les Jean-Pierre Bemba, les Moïse Katumbi, et tout le monde était allé répondre à l'appel du président de la République, parce qu'il voulait que tout le monde puisse se retrouver ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble, et qu'on puisse travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Mais au jour d'aujourd'hui, la politique est un jeu. L'enjeu, c'est le pouvoir. Quand on arrive, on ne se donne pas de cadeaux. Alors, on arrive là-bas, vous ne pouvez pas inviter les gens. Après avoir invité des gens, vous leur dites que non, moi-même je récupère le pouvoir. Non, on est en politique. La politique est un jeu. Et l'enjeu, c'est le pouvoir. Ces gens-là ont un poids politique considérable dans notre pays. Quand ils arrivent, vous devez accepter de partager le pouvoir. Ça, on ne peut pas, on ne peut pas mettre la langue dans la bouche. Si vous consultez Aristote, John Locke et Montesquieu, ainsi que Lord Acton dans les droits constitutionnels, ils nous ont montré que le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Et la meilleure façon de diriger un pouvoir pour le conserver d'une manière durable, c'est de le partager. Quand on arrive là-bas, l'autre dit, ok, vous prenez la présidence, nous voulons prendre la primature. L'autre, prenons par exemple, pose un problème en rapport avec l'Assemblée nationale, il veut diriger l'Assemblée nationale, ils doivent s'attendre. Ils doivent s'attendre parce que s'ils ne s'accordent pas, et avec la ligne où vont les choses aujourd'hui, les départs du président Moïse Katumbi et du président Jean-Pierre Bemba, vraiment ça risque de faire perdre la crédibilité de cette union sacrée de la nation, parce qu'on a tendance à se retrouver dans une autre union qu'on peut appeler FCC-CACI bis. Hier, les gens n'ont pas voulu, parce qu'ils étaient là, tout le monde, parce que nous avons vu le départ. Je peux citer quelques grands personnages, ce n'est pas dans le mauvais sens. Il y a les Lambert Mende, le Moïse Katumbi, l'autre là de Mboujima, c'est qui là, l'ancien gouverneur, Ngoï Kessa, les autres là.
Alors, ils sont là. Des Mbikaï qui chantent, qui commencent à chanter le Dialel aujourd'hui, qu'il est en train de créer une plateforme pour la réélection de Félix en 2006. Ce sont les mêmes gens qui avaient flatté Kabila hier, ils sont aujourd'hui dans l'FCC. Ces gens-là ne pèsent pas sur le plan politique. Nous aimerions que le président Jean-Pierre Bemba et le président Moïse Katumbi puissent bien négocier avec le président Félix Tshisekedi pour l'intérêt général de la nation. Des cas contraires. Avec les propos de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. À travers les réseaux sociaux. Excusez-moi. Bon, puisque au nom de la liberté il a déclaré, d'après lui, devant le chef de l'État. Jean-Marc Kabound, moi je ne l'ai jamais considéré comme un homme d'État. C'est un agitateur. C'est un combattant. Jean-Marc Kabound, il est là pour allumer le feu. Bon, je ne sais pas, il se recherche parce que, bon, je ne peux pas entrer dans sa vie privée. Peut-être il va se retrouver comme il est en train de faire les droits. Aujourd'hui, il est au deuxième graduat. Il peut avancer pour avoir une bonne culture. Donc, la politique a toute une culture qu'on appelle la culture politique. Et ce que je ne trouve pas dans Jean-Marc Kabound. On ne peut pas, quand on veut devenir un homme d'État doit garder les secrets d'État. Moi, je n'ai pas aimé quand le président avait invité dernièrement le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Et j'ai vu d'emblée Jean-Marc Kabound dans cette réunion-là. Vous voyez que ça n'honore pas. Si, prenons par exemple, on pouvait inviter les secrétaires généraux de certains partis politiques tels que Mamaev Bazaïb et les autres là, Jean-Marc Kabound pouvait se retrouver là-bas. Mais le niveau du président Jean-Pierre Bemba, les fonctions qu'ils ont occupées dans ces pays ici avec Moïse Katumbi et les autres, vous pouvez les associer avec Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, c'est un trouble fait. C'est un combattant, c'est un homme de la rue. Excusez-moi le terme, mais c'est qu'il sait comment agiter la rue, le mouvement de manifestation et tout. Il n'est pas un homme d'État. Parce que quand il dit que aujourd'hui, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils sont égoïstes parce qu'ils sont venus chercher le pouvoir, mais qui lui dit que quand on arrive dans des moments comme ça, on se donne des cadeaux. La politique est un jeu d'intérêt. MLC, l'ensemble, ce sont de grandes formations politiques. Il y a des membres qui composent ces formations-là. Ils n'auront pas d'intérêt politique. Ils viennent seulement acclamer, oui, le président, vous êtes là, nous sommes là, nous croisons les bras. Et le même Jean-Marc Kabound, il est en train de faire confiance aujourd'hui à l'un des membres de l'IFCC, que je peux citer M. Lissaou, parce que si les réseaux sociaux on parle de lui, mais Liaou fils est un membre du PPRD. Le PPRD jusqu'à présent ne s'était pas encore prononcé. Il est de l'autre côté. Alors, la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un membre d'un parti politique ne peut pas quitter son parti politique pour aller adhérer à une autre idéologie. Sans la voix de son parti, il risque de perdre son mandat. Et aujourd'hui, il sera élu comme président de l'Assemblée nationale. Sur quelle liste et au nom de quel regroupement politique? Nous allons revenir sur cette question de la candidature de Jean-Pierre Lihaou pendant ces échanges. Alors, comme vous venez d'expliquer, Président, avec le comportement de ces mécontentements et puis la réaction du président Jean-Marc Kabound de l'UDPS, est-ce que pensez-vous, avec la convocation puisque le formateur a dit, il commence à consulter les partis politiques et les regroupements politiques aujourd'hui, pensez-vous que les autres vont venir participer prendre part à ces consultations? Le format ou bien l'informateur, parce que il n'est pas formateur, il est informateur. En rapport avec l'article 78 de la Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 78, dispose que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. En cas où cette majorité n'est pas identifiée, nous passons à l'alinéa 2, il peut désigner un informateur. Alors, de quelle manière le président de la République peut désigner un informateur? Là, ça pose un problème de droit. Lorsque nous référons à l'article 79 de la Constitution, à partir de son alinéa 2, cet article dispose que le président de la République statue par voie d'ordonnance. Et nous avons vu comment
l'informateur, s'il est informateur, parce qu'il a été désigné dans ce sens-là à travers un communiqué, a été désigné par voie d'un communiqué. Et lorsque nous interrogeons les droits, que ce soit les droits constitutionnels, on peut aller aussi au droit administratif. Parmi les sources de ces deux disciplines-là, le communiqué a quelle nature juridique. Le communiqué peut produire quel effet sur le plan des droits. Mais le communiqué qui avait désigné l'informateur Baki n'avait pas été signé par le président de la République. Il était signé par son directeur de cabinet adjoint. Alors que la présidence de la République n'est pas président de la République. Parce que le président de la République, c'est une institution, la présidence, c'est une administration. Comment l'administration de l'institution président de la République peut nommer un informateur? Si le plan de droit, ça pose un problème. Au jour d'aujourd'hui, quand l'informateur est désigné, vous devez savoir que sa mission est déjà déterminée par sa mission est impartie par la Constitution. Il ne peut pas aller au-delà d'un mois. Au moins qu'on puisse renouveler cela une fois. Il a déjà consommé 3 semaines. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'est seulement hier ou avant-hier qu'il venait de se prononcer. Il a balisé alors qu'il fasse un effort, de terminer son travail d'ici la fin du mois. Il n'a que 10 jours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 20. Il ne peut pas aller au-delà pour qu'il amène les rapports au président de la République. Avec ce mécontentement déjà annoncé, est-ce que d'autres formations politiques vont prendre part à ces consultations qu'il a annoncées aujourd'hui, de commencer aujourd'hui? Attendons voir, parce qu'on ne peut pas juger un enfant qui n'est pas encore né. On juge quelqu'un à travers ses actes. D'ailleurs, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions. De l'autre côté, il y a un informateur qui est en train de consulter pour essayer d'identifier une certaine majorité au niveau de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre qui travaille, il n'a pas encore démissionné. Vous voyez que ça nous laisse, j'ai dit, mais quand on est dans un état de droit, l'état de droit c'est quoi? C'est la soumission de toutes les institutions au droit. Je ne parle pas de la loi parce que la loi est une source de droit comme les autres sources au droit. Comme le disait l'allemand Stern qui disait qu'on ne peut parler d'un état de droit que lorsque l'exercice de la puissance publique n'est autorisé que sur base de la Constitution et sur base des lois et des règlements formels et matériels, des règlements formellement et matériellement qui dirigent un État. À ce moment-là, on peut parler d'un État de droit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, attendons voir. On peut lui donner la chance. Il a fait une conférence de presse, si c'est hier ou aujourd'hui, qu'on lui donne cette chance, même pendant une semaine ou 10 jours, qu'il termine son travail, qu'il vienne avec les rapports devant le président de la République. C'est à ce moment-là qu'on saura si cette majorité aura été identifiée par l'informateur ou pas. Est-ce qu'on peut changer la majorité parlementaire pendant l'exercice, pendant la législature? Ça pose encore un problème avec les règlements intérieurs. Tout ça, ça nous laisse dans un état de perplexe. Voilà, revenons à la composition du bureau de l'Assemblée nationale, puisque ici, comme vous avez touché le cas de la candidature de Jean-Pierre Eliaou, nous avons reçu à Canal Ki, nous avons diffusé la déclaration des ressortissants des Grands Équateurs à Kinshasa. Pour ces derniers, l'Eliaou jamais, puisqu'ils avancent comme argument. L'Assemblée nationale avec Mabunda, c'était au Grand Équateur, notamment à travers la province de la Mongala. Et cette présidence doit rester au Grand Équateur, notamment à la province de la Mongala. Et pour eux, il faut l'Eliaou. Comment appréciez-vous cette démarche des ressortissants des Grands Équateurs? Ils sont allés plus loin pour dire que l'Eliaou va obéir à la politique des chefs de l'État. La politique des chefs de l'État ne va pas souffrir. La constitution de la République démocratique du Congo est claire. Elle nous dit que lorsqu'on forme un gouvernement, on doit tenir compte d'une certaine représentativité des provinces. Notre pays est divisé en 4 grandes langues. Nous avons le Swahili, le Lingala,
de Kikongo et les Chiluba. Mais lui, le chef de l'État, dans son discours, chef de l'État, il avait dit, lorsqu'il fait allusion il ne faut pas toucher, il va tenir compte des sensibilités politiques. Tout à fait. L'ordre qui a été établi, c'est celui-là qui va rester. Ce que je peux demander au chef de l'État, c'est quoi? C'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Mais parler de l'IAO aujourd'hui, ça risque de poser un problème sérieux sur le plan des droits, parce que l'IAO fait partie d'une formation politique qu'on appelle le PPRD. Le PPRD n'est pas parti, n'a pas encore adhéré à l'Union sacrée de la nation. Mais l'IAO est le premier à quitter. Alors, si l'IAO quitte, à se prononcer, si l'IAO quitte, à se prononcer et aller vers le chef de l'État. Si l'IAO quitte, il se prononce d'une manière unilatérale, il doit automatiquement, selon la Constitution et selon le règlement intérieur, perdre son mandat. Et il sera président de l'Assemblée nationale en qualité de qui? Raison pour laquelle ça aurait été mieux, comme la majorité, la majorité n'est pas encore connue. Il y a un informateur qui est en train de faire un travail, il allait profiter à travers la présence du président Jean-Pierre Bemba. C'est un poids lourd de l'Équateur. On devrait, à mon sens, donner la gestion de l'Assemblée nationale entre les mains du MLC. À ce moment-là, parce que la primature. La primature, Moïse Katumbi a beaucoup de députés. Moïse Katumbi a beaucoup de députés. Il y a aussi ceux qui sont partis du FCC. Ils ont très mal géré le pays. Il y a beaucoup de ministères. Le pouvoir ne se limite pas seulement au niveau de la primature, au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Donc, c'est pour cette raison, nous aimerions que le Parlement soit récupéré par le MLC, si le président veut que ces postes soient récupérés par un fils digne, un ressortissant de l'Équateur, que le MLC récupère le Parlement pour que l'union sacrée de la nation puisse garder sa forme actuelle, sinon elle serait considérée comme une coquille vide, sans substance, voilà, et sans crédit. 1 minute ou 2 minutes. Tenant compte de tout ce qui se passe actuellement, vous, en tant qu'organisateur des droits de l'homme, craignez-vous qu'il y ait la dégradation de la situation des droits de l'homme? Oui, nous aimerions que le gouvernement qui sortira de l'union sacrée puisse tenir compte aussi des droits de l'homme, parmi lesquels nous avons les droits économiques, sociaux et culturels. Le peuple ne se retrouve pas. Le président a perdu sa première année en attendant la sortie du gouvernement, le procès 100 jours de détournement par-ci par-là. La deuxième année, on a connu des confinements, tout ça, la pandémie. Troisième année, c'est une année de récession. Quatrième année, on va entrer dans des préparatifs des élections de 2023. Et qu'est-ce qui va nous donner comme la raison pour laquelle le gouvernement qui sortira de l'union sacrée de la nation doit d'abord tenir compte du social des Congolais. Que ce soit un gouvernement restreint qui ne soit pas un gouvernement budgétivore, qui doit au moins rassembler 25 à 30 membres. D'autres ministères doivent être fusionnés et que tout celui qui va se retrouver dans le gouvernement tienne compte du principe de la neutralité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes nommé, vous ne dépendez pas de votre famille politique, vous ne dépendez pas de votre famille biologique, mais vous devez travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Voilà tout ce que nous pouvons donner comme recommandation au président de la République et au nouveau gouvernement qui sortira. On doit tenir compte du social des Congolais parce que les Congolais souffrent. Et puis, il y a le problème de l'insécurité à l'Est. On doit tenir compte des désidérata de la population pour donner satisfaction à l'intérêt général. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission Monde du Travail en français et Moussala Olingala.